Chers collègues, nous avons donc le quorum. Nous pouvons valablement ouvrir notre séance de plénière de ce matin. J'appelle le collègue René Corail, il est déjà là, voilà, sur les demandes de garantie d'emprunt. Nous regroupons en un point toutes les demandes de garantie pour nos sociétés d'HLM. Voilà, donc la collectivité départementale est sollicitée pour la garantie de plusieurs emprunts que les sociétés d'économie mixte et d'aménagement de la Guadeloupe, appelée CEMAG, et la société Ozadam souhaitent contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de financer les opérations de construction de 111 logements sociaux sur le territoire des communes de Chelcher et du Robert. La CDC, donc la Caisse des dépôts et consignations, a déjà donné son accord pour le financement de ces projets. Et les communes de Chelcher et Robert ont accordé aussi leur garantie partielle au financement de ces opérations, en complément de celle du département, conformément aux proportions fixées par la délibération du Conseil général du 6 octobre 1997, relative aux modalités d'octroi par le département de garantie d'emprunt aux organismes réalisant des logements sociaux. Donc, les dossiers présentés par la société d'HLM Ozanam, ces emprunts sont destinés à financer la construction de 8 logements locatifs sociaux, dont appelés LLS, et 22 locatifs très sociaux, LLTS, sur le territoire de la commune de Chelcher. Le département est ainsi sollicité à hauteur de 50% du montant des deux prêts, soit pour un montant de 621 770 € relatif aux 8 LLS, donc une garantie d'un montant de 310 885 €, et pour le prêt d'1 134 458 € pour les 22 LES, soit une garantie de 567 229 €. Donc la garantie de la ville de Chelcher est datée d'une délibération de la municipalité du 18 septembre 2013. Et donc une garantie de convention d'emprunt formalisera les modalités du partenariat, bien sûr, entre le département et la société Ozanam. Dossier présenté par la CEMAG, donc Société de construction de la Guadeloupe. Donc, c'est pour financer la construction de 15 logements sociaux, appelés PLS, et 66 logements locatifs sociaux, LLS, sur le territoire de la commune toujours de Chelcher, mais aussi du Robert. Le département est ainsi sollicité à hauteur de 50% du montant des 7 prêts, 3 prêts relatifs aux 15 PLS et 4 prêts relatifs aux 66 LLS, soit pour l'opération de 15 PLS à Angelina à Chelcher, une garantie pour 221 545 €, donc pour un prêt de 443 090 €, une garantie de 369 706,50 € pour un montant total de prêt de 739 413 €, une garantie de montant de 241 296,50 € pour un prêt de montant de 482 593 €. Pour l'opération, toujours à Chelcher, 12 LLS de Sabrina, eh bien, une garantie de 145 000 € pour un prêt de 290 000 et une garantie de 375 000 pour un montant de 750 000. Donc, pour l'opération des 54 LLS, logements locatifs sociaux et Montredran, au Robert, une garantie de 1 537 790 € pour un prêt de 3 075 580 € et une garantie de 787 210 € est attendue au titre d'un prêt de 1 574 420 €. Donc, tout cela, donc, les communes ont accordé, bien sûr, par délibération, leur garantie, 18 décembre pour la commune de Robert et 19 décembre pour Chelcher et 19 décembre pour la commune du Robert. Donc, une convention de garantie d'emprunt, bien sûr, formalisera les modalités de partenariat entre le département et la société guadeloupéenne, donc pour la mise en jeu de la garantie. Ainsi, la garantie de la collectivité départementale est sollicitée pour ces deux sociétés, donc ce qui fait une garantie de 4 555 662 €. Alors, bien sûr, l'encours de la dette garantie par le département s'établit à ce jour à 515 millions d'euros.
et le montant des annuités garanties représente 34 83 830 000 euros. Plus de 97% de cet encours correspond à des garanties d'emprunt accordées aux sociétés d'HLM pour le financement de la construction de logements sociaux, donc ce que nous mettons systématiquement dans nos rapports. Donc les garanties d'emprunt sollicitées par la société Ozanam et la CEMAG porteront l'encours global de la dette garantie du département à 520 530 000 euros et le nombre total de logements sociaux financés au titre de l'exercice 2014 à 111. Pour mémoire, le nombre de logements sociaux financés en 2013 s'était élevé à 797 logements. Donc, le département mobilise actuellement 37,17% de sa capacité à garantir hors recettes affectées au financement de transfert de compétences opérés par l'État, soit 18,58% de ses recettes réelles de fonctionnement. Donc, la Commission des finances, de programmation budgétaire, affaires européennes et fiscalité et la Commission permanente se sont prononcés favorablement sur ces demandes de garantie. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, lequel nous devons délibérer. Merci, collègue Wanicorail. Donc, vous avez la parole, chers collègues, sur ces demandes de garantie d'emprunt présentées donc par les villes de Shelcher et du Robert, donc avec les opérateurs cités. S'il n'y a pas de questions, d'observations, je mets aux voix, collègues. On va faire un tir groupé pour l'ensemble de ces demandes. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre? Est-ce qu'il y a des collègues qui s'abstiennent? Non, il n'y en a pas. Donc, je considère que sur l'ensemble des demandes de garantie qui ont été présentées, donc, nous nous sommes prononcés favorablement pour ces dossiers. Alors, on va passer au point 5 sur le schéma d'accueil des jeunes enfants de la Martinique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, chers collègues, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, bonjour. Le Conseil général de Martinique a élaboré en collaboration avec la Caisse d'allocation familiale le premier schéma quinquennal d'accueil des jeunes enfants de Martinique. Ce schéma a vocation à devenir un des outils de la politique d'insertion de la collectivité départementale. Il s'agira pour les années à venir d'offrir aux familles des modes d'accueil souples, adaptés et diversifiés qui répondent aux exigences du marché du travail. Les modes d'accueil eux-mêmes peuvent être des vecteurs de création d'emplois, notamment pour les publics en voie d'insertion. Le schéma vise d'une part à établir un diagnostic de la situation en termes de politique d'accueil des enfants de 0 à 6 ans et d'autre part à orienter l'action dans ce domaine sur les 5 prochaines années à travers la mise en place de la Commission d'accueil du jeune enfant de Martinique, la CAGEMA. Les pistes d'amélioration proposées devront être adaptées au contexte local et tenir compte des évolutions institutionnelles dans le domaine de la petite enfance. Le schéma propose donc 3 grandes orientations. Accroître la capacité et améliorer la qualité de l'offre d'accueil existante, garantir l'accès à une offre d'accueil diversifiée à toutes les familles, dynamiser le pilotage du dispositif et la mise en réseau des acteurs. L'élaboration du schéma a été menée en 3 grandes étapes. Tout d'abord, l'état des lieux, un diagnostic territorialisé de l'offre d'accueil par les professionnels, des besoins des familles et des attentes des partenaires institutionnels, la phase de réflexion et de concertation au sein de groupes de travail thématiques et pluridisciplinaires associant l'ensemble des acteurs de la petite enfance. Et le programme d'action proposé, mis en œuvre par la Commission d'accueil du jeune enfant de la Martinique, la CAGEMA, instance de proposition, de suivi et d'évaluation de la politique départementale. Le schéma joint en annexe du présent rapport de la Présidente présentait une répartition par centre de PMI de circonscription. Vous trouverez en annexe du schéma une cartographie complémentaire qui présente l'offre d'accueil selon le découpage géographique des communautés d'agglomération. Mais je vais tout d'abord laisser la parole à Dr Vigé, qui est responsable de la direction de la prévention et de l'évaluation médico-sociale, qui va vous faire une présentation synthétique sous forme de PowerPoint des grandes lignes du schéma. Donc je vais vous présenter quelques données techniques pour mieux vous faire entrer dans ce schéma. Donc vous allez voir sur le sommaire plusieurs slides, notamment la situation démographique, la situation de l'offre et son évolution, les problématiques majeures, le partenariat à construire dans le cadre de la CAGEMA, et enfin, le programme de travail qui sera proposé dans le cadre du schéma.
Alors, la situation démographique, elle est la suivante. 28 000 enfants âgés de moins de 6 ans en Martinique en 2012, 13 500 enfants de moins de 3 ans dans ce département, 30% des familles sont constituées de monoparents contre 13% en France, et en moyenne, la monoparentalité touche près d'un enfant de moins de 3 ans sur 2. En moyenne, 34% des jeunes enfants martiniquais ont des parents ou un monoparent qui occupe un emploi, ce taux étant de 50% en France. L'évolution du nombre de naissances, on observe une baisse importante de la natalité, ce qui entraîne une décroissance, enfin ce qui entraîne sur la décennie un nombre de jeunes enfants nettement inférieur à ce qu'on pouvait attendre. Il s'agit d'une diminution de 700 naissances par rapport à l'année 2010. Il s'agit aussi d'une diminution de 1830 enfants âgés de moins de 3 ans par rapport à l'année 2010. Enfin, une diminution de 2400 enfants âgés de 3 à 5 ans. Ces éléments ils sont essentiels afin d'appréhender la question du taux d'équipement en offre individuelle et collective en 2013 et au cours des 5 années à venir. Alors, quelques éléments sociodémographiques. La Martinique, comme je vous le disais déjà à l'instant, doit faire face à 2 phénomènes. Un phénomène de diminution massive des naissances, ce qui entraînera mécaniquement un rattrapage du taux d'équipement, puisque le nombre de naissances diminuant par rapport au nombre de places, eh bien, le taux augmente. Et en fait, c'est on va dire, entre guillemets, presque une illusion. Parce que ce n'est pas ça, en fait, la réponse qu'il faut apporter. Dans un même temps, on assiste à des phénomènes de développement donc, du taux d'activité des femmes de 25 à 49 ans. Malgré cela, on constate que, évidemment, l'offre d'embauche pour ces femmes n'est pas ce qu'on devrait obtenir dans ce département. L'enjeu pour la politique départementale d'accueil jeunes enfants devient donc autant le développement de l'offre que la qualité de l'offre, à proposer des solutions adaptées aux personnes en situation de précarité, en parcours professionnel et en situation d'emploi atypique. Là, vous voyez un slide qui vous présente sur les 3 territoires d'agglo. La situation, c'est-à-dire le nombre de places en assistante maternelle, le nord avec 348 pardon, le centre avec 462 places et le sud avec 458 places. Soit un total de 1268 places en assistante maternelle, ce qui correspond à environ 3 assistantes maternelles 3 enfants placés par assistante maternelle. Les établissements d'accueil jeunes enfants sont implantés sur le territoire comme suit. 18 établissements dans le nord, sur le territoire d'Agglo Nord, 48 sur le centre et sur le territoire sud, 23 établissements. Soit 2070 places pour le centre, 762 places pour le nord et 720 pour le sud. Là, sur ce slide, je vous présente le taux global d'équipement. Le centre avec 43% donc, de couverture, c'est-à-dire le nombre de places par rapport au nombre d'enfants existants. Le nord avec 30% et le sud avec 23%. Quelles sont les problématiques majeures? En termes d'accueil, les enjeux qui se posent pour le département, pour le schéma, sont l'information des parents sur l'offre de soins, chez les assistantes maternelles, la qualité de l'accueil fondée sur le niveau de qualification et la qualité personnelle des assistantes maternelles, le développement de l'offre dans les territoires nord, Caraïbes et sud-Atlantique, en levant les obstacles liés au logement, notamment par le biais de l'adaptation des logements des locaux par des aides. Le développement des RAM, c'est-à-dire les relais d'assistantes maternelles, comme outil d'accompagnement de ces assistantes maternelles. La problématique majeure en termes d'accueil collectif, les enjeux qui se posent donc dans le département pour le schéma sont la mobilisation des collectivités locales dans le développement des structures d'accueil collectif, une meilleure information des parents, un meilleur équilibre territorial des structures collectives, une diversification des modes d'accueil, au vu des besoins des parents qui évoluent en même temps que le marché du travail se segmente, c'est-à-dire on observe de plus en plus des contrats de courte durée, des horaires décalés, etc. À cet égard, les microcrèches constituent un axe de travail très important
à développer, même sur un mode thématique. Autre enjeu, c'est l'accompagnement des porteurs de projets de manière à garantir la viabilité financière et économique de ces structures. Autre enjeu, il s'agit de l'engagement des réflexions sur le développement des crèches interentreprises en Martinique. Enfin, le dernier enjeu concernant les accueils collectifs, il s'agit de l'accès au mode de garde pour les publics spécifiques, à savoir les enfants de jeunes mères mineures et aussi les enfants porteurs de handicap ainsi que les enfants des familles vulnérables. Un partenariat structuré, comme le disait Mme Langène tout à l'heure, c'est la remise en place de la CAGEMA. C'est une action obligatoire, ce dispositif légal. Cette commission d'accueil de jeunes enfants a été créée par la loi du 2 janvier 2002. C'est la loi qui rénove l'action sociale. Elle a été complétée par la loi du 27 juin 2005, ainsi que par un décret du 15 avril 2009. Donc cette CAGEMA, c'est une instance de réflexion, de conseil, de proposition, d'appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants. Cet organisme, il est dirigé par la présidente du Conseil général, il est présidé par la présidente du Conseil général et coprésidé par le président de la CAF. Enfin, quels sont les axes de travail dans le cadre de ce schéma? Le premier axe, il s'agit de développer la capacité et en même temps à améliorer la qualité de l'offre d'accueil existante. Pour cela, il s'agira de développer les capacités d'accueil de jeunes enfants, surtout les micro-crèches. Il s'agira de mettre en place une charte de qualité de l'accueil en structure. Il s'agira aussi d'élaborer et de diffuser un guide technique à l'usage des porteurs de projets. Ensuite, il s'agira de proposer des amplitudes horaires des modes de garde mieux adaptés aux besoins des publics. Enfin, dans le premier axe, il s'agira aussi de renforcer la formation des acteurs de la petite enfance. L'axe 2 demandera donc de garantir l'accès au mode d'accueil à toutes les familles. Il s'agira de faciliter l'accès au mode d'accueil à tous les parents, notamment les parents en parcours d'insertion. Il s'agira de développer les actions de soutien à la parentalité pour les parents de jeunes enfants. Il s'agira aussi de recenser le nombre de jeunes enfants handicapés et les besoins des familles concernées. Enfin, dans l'axe 2, il s'agira d'encourager les structures existantes à aménager les locaux pour l'accueil de ces enfants et aussi de leurs parents handicapés, éventuellement. L'axe 3, il s'agira de dynamiser le pilotage du dispositif et la mise en réseau des acteurs. Pour cela, nous proposons de renforcer la couverture du département par les relais d'assistants maternels intercommunaux pour les assistantes maternelles. Et ensuite, il s'agira de créer un portail d'accueil de jeunes enfants en mettant en place une interface avec le site de la CAF monenfant.fr. Et enfin, il s'agira d'organiser une ou plusieurs manifestations annuelles autour de la petite enfance. Voilà, Madame la Présidente, j'ai terminé pour l'exposé. Tout simplement, je voudrais profiter de ce moment pour remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce projet, de ce schéma, et donc donner l'avis des commissions. Donc la commission Affaires sociales, Action de prévention et jeunesse, en sa séance du 10 décembre 2013, a émis un avis favorable sur le schéma. Et la commission permanente, en date du jeudi 20 février, a approuvé le schéma et autorisé Madame la Présidente du Conseil général à présenter le schéma d'accueil des jeunes enfants de la Martinique en séance plénière. Nous sommes donc invités, chers collègues, à délibérer et à approuver le schéma d'accueil des jeunes enfants de Martinique tel qu'il vous a été exposé et l'autorisation donnée à Madame la Présidente du Conseil général pour prendre les dispositions nécessaires à l'application de la décision qui sera prise. Telles sont les informations que je souhaitais vous apporter sur ce schéma. Sur ça, je mets aux voix donc ce schéma. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Voilà, donc il est adopté à l'unanimité. Je vais appeler le collègue Vaugirard sur les projets de décret. Nous en avons quelques-uns. À partir du point 6 jusqu'au point 13. Le projet de décret modifiant l'article R 684-4 et d'autres dispositions du Code rural et de la pêche maritime traite principalement de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, l'ODEADOM. Alors, pour rappel,
L'ODEADOM est un établissement public administratif, un EPA, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du ministère des Outre-mer. Il est dédié à l'accompagnement du monde agricole ultramarin et a vocation à favoriser la concertation entre les professionnels et l'administration. L'ODEADOM assure la gestion de la quasi-totalité du programme POSEI France, POSEI, programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité. Il est également chargé des programmes communautaires de promotion du symbole graphique des régions ultrapériphériques de l'Union européenne. 3 domaines font l'objet d'accompagnement de la part de l'ODEADOM. Ce sont les actions relevant des programmes sectoriels, les actions en faveur de la promotion, les études de filière et missions d'évaluation et d'expertise. Le conseil d'administration de l'ODEADOM est présidé par un professionnel du monde agricole d'outre-mer. Il est constitué de 22 membres professionnels. Ce projet de décret que nous examinons modifie la composition du conseil d'administration de l'ODEADOM afin de permettre au président des collectivités des DOM de siéger au conseil d'administration. Selon le rapport au Premier ministre, il s'agit d'adapter la gouvernance du département agricole en Outre-mer en associant autour d'un projet partagé l'ensemble des acteurs concernés, l'État, les collectivités territoriales, les professions agricoles, les chambres consulaires et organisations syndicales agricoles représentatives, salariés et consommateurs. Le projet de décret prévoit donc la présence des présidents de ces collectivités au conseil d'administration de l'ODEADOM. Donc, le conseil d'administration va passer de 22 membres à 25 membres pour intégrer les représentants des collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte. Bon, donc, c'est ici que sont ajoutés au conseil d'administration le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'Assemblée de Guyane, pour tenir compte de la CTM qui est en préparation, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil général de la Réunion, le président du conseil général de Mayotte. Bon. L'avis des commissions. La commission texte a émis le 27 janvier dernier un avis favorable sur ce projet de décret qui modifie la composition du conseil d'administration de l'ODEADOM afin de permettre au président des collectivités des DOM de siéger au conseil d'administration. La commission permanente, le 3 février dernier, a également émis un avis favorable sur ce projet de décret. Voilà, chers collègues, le premier point qui vous est soumis. Merci, collègue Bougira. Est-ce qu'il y a des questions ou collègues, nous avons donné un avis favorable lors de la dernière commission permanente. S'il n'y a pas d'observation, je mets aux voix contre, abstention. Donc c'est adopté. Deuxième projet. Le projet de décret relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil de coordination interportuaire institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et Martinique fait suite à la loi du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer que nous avons examiné ici. Cette loi avait consacré l'institution d'un Conseil de coordination interportuaire entre les grands ports maritimes de la zone anti-Guyane et la transformation des 3 ports, comme on l'avait vu en février 2012, les grands ports d'intérêt national qui sont devenus des grands ports maritimes, les GTM. Les GTM, les grands ports maritimes ultramarins, sont administrés par un directoire et un conseil de surveillance. Ils sont dotés d'un conseil de développement. Le décret du 1er octobre 2012 prévoit l'organisation et le fonctionnement des grands ports maritimes de Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion. Le décret, alors pour la Martinique, le décret est sorti le 1er octobre 2012. Le projet de décret que nous examinons aujourd'hui met en place le Conseil de coordination interportuaire. Il a vocation à créer des solidarités entre les grands ports maritimes de la zone Guyane, anti-Guyane, et à favoriser l'émergence d'une coopération entre ces ports sur des sujets d'intérêt commun, tout en facilitant leur adaptation aux enjeux actuels. Le décret définit la composition du Conseil de coordination interportuaire, présidé par une personnalité désignée par les ministres chargés des Transports et de l'Outre-mer, article 2. Les modalités de désignation de ses membres, article 3, ses règles et fonctionnements, article 4 à 7, et les conditions d'élaboration du document de coordination, article 8. Avis de la commission des textes, après avoir regretté
l'absence de réponse en provenance des organismes extérieurs consultés, la commission des textes réunie le 27 janvier dernier a émis un avis favorable sur le projet de décret tout en formulant les observations suivantes. Considérant que l'économie maritime est incontournable pour le développement de la Martinique, la commission texte insiste sur la nécessité de prendre en compte l'ensemble des initiatives existantes en matière maritime, notamment celles faites dans le cadre de l'Union régionale des Antilles et de la Guyane, l'URAG, qui a précédé donc le texte. Il y a déjà des éléments de coopération et de coordination qui sont déjà lancés par nos collectivités. La Commission rappelle les avis émis par l'Assemblée départementale, tant sur le projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État, que sur des projets de décret d'application. Ceci indiquait notamment l'indispensable articulation de la réforme portuaire avec la mise en œuvre du projet de développement du territoire, la nécessité de moyens de décision permettant aux élus d'être en capacité de décider. Avis de la commission permanente. La commission permanente réunie le 3 février 2014 a pris connaissance des observations communiquées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique le 28 janvier. Cette dernière formule le souhait que pour faire vivre le système, les parties s'engagent à mettre en œuvre cette coordination en priorité sur les fonctions support, c'est-à-dire notamment en situation de crise, mais également en matière de convergence tarifaire. La commission permanente a en conséquence émis un avis favorable sur le projet de décret en référence, en retenant les observations formulées par la commission texte et la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Voilà, collègues, les éléments qui vous sont soumis pour votre décision. Merci, collègue Vaugiran. Chers collègues, vous avez la parole. Si vous ne la prenez pas, je mets aux voix. Contre, abstention. Donc, c'est validé à l'unanimité. Le point 8. Le projet de décret relatif aux règles d'exonération de cotisations sociales patronales applicables aux employeurs implantés en Outre-mer a pour objet l'application des mesures introduites par la loi de finances de 2014. Pour promouvoir l'emploi et le développement économique dans les départements d'Outre-mer, un dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales propre à l'Outre-mer a été mis en place. Et je rappelle que c'est depuis 1994, la loi PERBEN, qui a été suivie ensuite par la LOM en 2000, puis la LODEOM en 2009. Donc voilà l'historique de ces exonérations. Dans le prolongement du projet de loi de finances pour 2014, qui avait notamment pour objectif de recentrer le dispositif d'exonération sur les plus bas salaires, le projet de décret prévoit la coexistence de plusieurs formes d'exonération. En réalité, c'est un détricotage de ce système qui est en train de s'opérer. Alors, les nouvelles propositions sont: pour les entreprises de moins de 11 salariés, l'exonération est totale sur la part de rémunération égale à 1,4 SMIC lorsque la rémunération est inférieure à 1,8 SMIC. Pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,8 SMIC, l'exonération est dégressive et devient nulle à partir de 2,8 SMIC. Première mesure. Deuxième mesure, pour les entreprises de plus de 11 salariés éligibles à l'exonération au titre de leur secteur d'activité, l'exonération est totale pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,4 SMIC, puis décroît et devient nulle pour les rémunérations égales ou supérieures à 2,6 SMIC. Pour les entreprises des secteurs et des zones prioritaires, exonération renforcée, les différents seuils sont également modifiés. L'exonération est totale sur la part de rémunération égale à 1,6 SMIC lorsque la rémunération est inférieure à 2 SMIC. Lorsque les rémunérations sont égales ou supérieures à 2 SMIC, l'exonération est dégressive et devient nulle à partir de 3 SMIC. Enfin, excusez-moi, collègues, pour la complexité des choses, mais vous avez bien compris qu'il s'agit de détricoter le dispositif antérieur pour permettre maintenant des seuils à partir desquels l'exonération ne joue plus. À vue des organismes consultés, la Chambre des métiers indique que la remise en cause du dispositif d'exonération ne lui paraît pas justifiée au regard du contexte économique dans lequel évoluent les entreprises. L'Association pour la promotion de l'industrie, l'AMPI, pense que ce texte aboutira à une augmentation des coûts salariaux des entreprises disposant d'encadrement intermédiaire. La Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique précise que le projet va à l'encontre de la simplification des dispositifs en faveur des entreprises.
cohabitation de nouvelles règles d'exonération pour les entreprises éligibles au CICE, c'est-à-dire le contrat d'initiative et le CICE qu'on a examiné il y a quelques mois ici. En plus de celle existante déjà. Le projet de décret défavorise le recrutement des cadres. Or, en 2006, le rapport d'évaluation des dispositifs d'exonération des charges sociales spécifiques à l'outre-mer relevait déjà le faible taux d'encadrement dans les entreprises des DOM. Le texte va donc à l'encontre des investissements récents et programmés pour développer une offre de formation de niveau supérieur en outre-mer. L'abaissement des charges sociales ne peut être compensé par le CICE. Avis des commissions. Lors de sa réunion du 27 janvier 2014, la commission texte a émis un avis défavorable sur ce projet de décret qui propose un dispositif remettant en cause des exonérations fiscales que je vous ai rappelées depuis 1994. Elle croit nécessaire la mise en place d'un dispositif prenant davantage en compte les questions de développement de l'emploi et de structuration des entreprises locales. Le 3 février, la commission permanente a émis également un avis défavorable sur ce projet de décret en retenant les observations formulées par la commission texte. Voilà, collègues, le point qui vous est soumis. Merci, collègues. Donc, vous avez entendu les avis des commissions sectorielles et permanentes, également l'avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce de l'Association pour la promotion de l'industrie. Et donc, voilà, chers collègues, avant de vous laisser la parole, enfin, je vous laisse la parole déjà pour éventuellement intervenir. Et puis, je vais mettre aux voix sur la base de la proposition qui a été faite par la commission permanente qui a émis un avis défavorable sur ce projet de décret. Voilà. Est-ce qu'il y a des intervenants, collègues? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Donc, sur l'avis défavorable qui a été donné, nous suivons donc cet avis. Contre? Abstention? Merci. Le 9. Le projet de décret portant adaptation du Code monétaire et financier au changement de statut de Mayotte et clarification du droit des chèques en outre-mer porte sur le droit des chèques. Il adapte les dispositions de la partie réglementaire du Code monétaire et financier. Pour rappel, si le Code monétaire et financier contient des dispositions applicables à Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, d'autres sont spécifiques à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre. L'ordonnance du 25 janvier 2013 portant adaptation du Code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie complète le Code monétaire et financier en précisant que la Banque de France demande les informations relatives aux comptes détenus par les personnes domiciliées dans les collectivités d'outre-mer aux instituts d'émission d'outre-mer qui les centralisent. Ce projet de décret intervient dans le prolongement de l'ordonnance précitée relative aux collectivités d'outre-mer. Il clarifie les rôles de la Banque de France, de l'Institut d'émission des DOM, chargé d'assurer la continuité territoriale en matière monétaire par délégation de la Banque de France dans les 5 départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Liédom, qui exercent les fonctions de banque centrale dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna. Avis des organismes consultés, l'Association départementale des consommateurs de la Martinique, ADCM, indique que ce décret permettra à Liédom et à Lédom d'exercer toutes les missions dévolues jusque-là à la Banque de France. Le Conseil économique et social, environnemental et régional de la Martinique n'a pas formulé d'observation particulière sur ce projet de décret. Avis des commissions, soulignant le fait que le texte proposé devrait clarifier les rôles de la Banque de France, la commission texte réunie le 27 janvier et la commission finances, programmation budgétaire, affaires européennes et fiscalité du 28 janvier 2014 ont émis un avis favorable sur ce projet de décret. La commission permanente du 3 février 2014 a également émis un avis favorable sur ce projet de décret. Voilà, collègues, le point qui vous est soumis. Même exercice, est-ce qu'il y a des observations, des questions? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Contre? Abstention? Merci. Le point 10.
d'un texte pour information, puisque la décision est déjà prise, puisque publié au journal officiel du 31 décembre 2013, le décret du 27 décembre 2013 étendant le dispositif d'indemnité journalière des personnes non salariées des professions agricoles en cas de maladie ou d'accident de la vie privée aux assurés des départements de l'outre-mer, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, vous est présenté à titre d'information. Ce décret adapte aux départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de la Réunion, mais aussi aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les dispositions du décret de septembre 2013 relatif à la création d'un dispositif d'indemnité journalière pour les personnes non salariées des professions agricoles en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Aussi, à partir du 1er janvier 2014, les exploitants agricoles résidant en métropole ou dans les DOM auront droit au versement d'indemnités journalières maladie lorsqu'ils seront dans l'incapacité physique temporaire constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée. Avis des commissions, la commission texte réunie le 27 janvier a pris acte de la publication du texte le 31 décembre 2013, tout en soulignant qu'elle est favorable à ce dispositif qui permet aux exploitants agricoles résidant dans les DOM de bénéficier du versement d'indemnités journalières maladie lorsqu'ils seront dans l'incapacité physique temporaire constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée. Elle déplore l'insuffisance du délai accordé à la collectivité pour donner un avis sur un texte directement en rapport avec les préoccupations des DOM. Le texte a été publié au JO le 31 décembre 2013, alors qu'il a été transmis pour avis par lettre reçue le 2 décembre 2013. La Commission agriculture, élevage, pêche et agriculture a pris acte le 27 janvier 2014 de la publication du texte. Le 3 février, les membres de la CP ont pris acte de la publication du décret. Ils ont déploré à leur tour l'insuffisance du délai accordé à la collectivité pour donner un avis. Voilà, Présidente. Voilà, merci Raphaël. Donc, à notre tour, nous prenons acte, puisque c'est un décret qui est déjà appliqué depuis le 1er janvier 2014. On passe au point 11. C'est à titre d'information, collègues, puisque publié au journal officiel du 31 décembre 2013, le décret du 27 décembre 2013 modifiant le montant de la contribution des chefs d'exploitation des DOM au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie nous est présenté à titre d'information. Ce décret prévoit d'augmenter, à compter du 1er janvier 2014, la contribution des chefs d'exploitation selon les montants ci-après. La contribution passe de 18,61 € à 30 € lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares, pondérée et inférieure à 40 hectares pondérés. Bon. La contribution passe de 52,19 € à 79,70 € lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 40 hectares pondérés et inférieure à 120 hectares pondérés. La contribution passe de 92,23 € à 148,68 € lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 120 hectares pondérés. La contribution passe de 18,61 € à 30 € pour le conjoint collaborateur, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. La note argumentaire afférente au projet de décret justifie cette augmentation par la demande croissante de formation dans les DOM. Elle précise que, dans les DOM, cette contribution n'a pas augmenté depuis 2006, contrairement à la métropole où les bases de calcul sont effectuées par rapport à un pourcentage des revenus professionnels. Avis des organismes consultés, les jeunes agriculteurs de la Martinique déplorent une augmentation trop rapide et suggèrent des paliers d'augmentation sur 3 ans pour les jeunes agriculteurs en cours d'installation. Ce texte n'a pas fait l'objet d'observation de la part du CESER. Avis des commissions, lors de sa réunion du 27 janvier, la commission texte prenait acte de la publication au JO du 31 décembre 2013. Néanmoins, elle entend faire savoir qu'elle est défavorable à une telle augmentation.
Elle déplore une fois de plus l'insuffisance du délai accordé pour produire un avis sur un texte directement en rapport avec les préoccupations des DOM. Le projet de décret a été publié le 31 décembre 2013, alors qu'il a été reçu le 6 décembre au Conseil général. Le 27 janvier, la Commission agriculture, élevage, pêche et aquaculture a aussi pris acte de la publication du texte. Les membres de l'ACP, lors de leur réunion du 3 février, ont pris acte de la publication du décret et ont déploré à leur tour l'insuffisance du délai accordé à la collectivité pour donner un avis. Voilà, chers collègues, le point qui nous est soumis. Oui, là encore, donc c'est un décret qui est déjà appliqué. Et donc, comme vous l'avez entendu, nous avons pris acte tout en faisant un certain nombre d'observations sur les délais de transmission des projets. Le projet de décret fixant le montant de la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs dans les DOM à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon est pris pour application de l'article 27 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. L'emploi d'un salarié à domicile ouvre droit, selon les cas, à un crédit ou à une réduction d'impôt. Ce texte fixe le montant de la déduction forfaitaire par heure de travail pour les particuliers employeurs dans les DOM. Il prévoit un calcul de la cotisation sur l'assiette réelle et non plus forfaitaire. Voilà le changement. Le montant de la déduction de cotisation et contribution sociale d'origine légale et conventionnelle est fixé à 3,70 € par heure de travail effectué par les employés de maison. Selon l'étude d'impact qui accompagne le projet de décret, ce niveau de déduction permet une neutralité dans les employeurs car le gain pour la sécurité sociale découle de la compensation par l'État de la déduction et de l'économie de gestion. Pour les salariés, dans la mesure où l'assiette forfaitaire induit une baisse du montant de la retraite, la cotisation sur l'assiette réelle améliore donc leur situation. Avis des commissions. La commission texte réunie le 27 janvier a émis un avis favorable sur ce projet de décret, considéré comme susceptible d'améliorer la retraite des employés de maison. La commission permanente du 3 février a également émis un avis favorable sur ce projet de décret. Vous êtes invités, chers collègues, à formuler votre avis sur ce projet de texte. Merci. Est-ce qu'il y a une observation? Non. Je mets aux voix. Contre? Abstention? Donc c'est voté. Le 13. Le projet de décret portant revalorisation du revenu de solidarité dans les DOM à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon a pour objet la valorisation à compter du 1er janvier 2014 du montant de l'allocation de solidarité spécifique de 1,3%. Il est présenté directement pour avis à la commission permanente compte tenu de l'urgence et de son inscription à l'ordre du jour de la réunion plénière du Conseil général, c'est-à-dire aujourd'hui. Chaque année, notre collectivité est saisie pour la procédure, selon la procédure d'urgence, pour avis sur un projet de décret portant revalorisation du revenu de solidarité dans les DOM. C'est ainsi que par délibération en date du 28 mars 2013, notre Assemblée émettait un avis favorable au projet de revalorisation au titre de l'année 2013. Il est fait observer que le taux de valorisation proposé pour 2014 correspond à la moyenne de ceux précédemment observés, entre 1,3 et 1,4% au cours des années précédentes. En application de la revalorisation proposée pour 2014, le montant de l'allocation est donc porté de 500,64 € à 507,15 €. La dépense RSO passerait ainsi pour notre collectivité de 6 513 712,65 € réalisée en 2013 à 6 598 390,91 € en 2014, un effectif de bénéficiaires constant. Lors de sa réunion du 27 février, la commission permanente saisie directement sur ce projet de décret a formulé un avis favorable. Nous sommes donc invités, chers collègues, à donner un avis sur ce texte tel qu'il vous a été exposé. Sur le dernier dossier qui a été évoqué, le projet de décret sur la revalorisation du RSA, est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci.
Donc, je remercie le collègue Vougiran, David Zobda, sur le point 14 et également le point 15. Les créations et transformations de postes qui vous sont proposées dans le présent rapport visent à permettre l'application des dispositions résultant de la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels de la fonction publique et à la poursuite de la mise en œuvre de notre politique de redynamisation des carrières des personnels. Alors, conformément aux engagements pris avec les organisations syndicales dans le cadre du dialogue social, il a été décidé de procéder, avant la création de la collectivité territoriale de Martinique, ce qu'on appelle la CTM, à la régularisation des situations des personnels non titulaires de la collectivité départementale. Cette mesure comporte deux volets de titularisation. Le premier intervient dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 et le second consiste à mettre en œuvre des dispositions d'ordre statutaire de titularisation des agents de catégorie C qui ne rentrent pas dans le premier dispositif donc de la loi. Donc, sur le premier volet, nous allons donc créer des postes liés à la mise en œuvre du plan de titularisation dans le cadre de la loi du 12 mars 2012. Au titre de ce dispositif, 133 agents ont été concernés, dont 119 ont bénéficié d'une mesure de nomination en 2013. En 2014, 102 agents sont concernés par ce plan de titularisation. Afin de permettre sa mise en œuvre, il vous est proposé quelques réajustements. La création de 3 postes de technicien principal deuxième classe, 1 poste d'agent principal, 5 postes d'adjoint technique deuxième classe. L'incidence de cette mesure, en année pleine, s'élève à 24 857,40 €. Deuxièmement, la création de postes liés à la mise en œuvre du plan de titularisation dans le cadre du dispositif de résorption de l'emploi précaire de notre collectivité. Donc, en dépit des mesures mises en œuvre par la collectivité en faveur de l'intégration des personnels contractuels dans la fonction publique dans le cadre de la loi du 12 mars 2012, 114 agents non titulaires de catégorie C risquent d'intégrer la CTM en situation de précarité, compte tenu du fait qu'ils ne remplissent pas les conditions d'ancienneté prescrites par la loi du 12 mars 2012. Notre collectivité a toujours consenti un effort important en faveur de la résorption de l'emploi précaire. Aussi, vous est-il demandé de bien vouloir poursuivre cet effort d'intégration en procédant à la création de postes suivants: 34 postes d'adjoint technique deuxième classe. L'incidence de cette mesure en année pleine s'élève à 90 570,24 €. Ce plan de titularisation s'élève donc au total de 115 427,64 €. Ensuite, nous allons passer à la création des postes liés à la mise en œuvre des mesures d'avancement et de promotion interne prises en CAP, Commission administrative paritaire. Au titre de l'avancement 2013, les CAP ont eu à se prononcer sur l'avancement de carrière des agents de la collectivité. Compte tenu des avis émis, le tableau d'avancement qui a été établi nécessite pour la nomination des agents concernés les créations et transformations de postes suivants. D'abord, les créations de postes nécessaires à l'avancement des personnels. Il vous est proposé de créer les postes suivants. Pour la catégorie A, 1 poste d'ingénieur en chef de classe normale, 3 postes d'ingénieur principal, 1 poste de puéricultrice de classe supérieure, 1 poste d'infirmier en soins infirmiers hors classe, 1 poste d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, l'incidence en année pleine étant de 30 106,92 €. Pour la catégorie B, 6 postes d'assistant socio-éducatif principal, 6 postes de rédacteur, l'incidence en année pleine est de 75 768,48 €. Enfin, pour la catégorie C, 3 postes d'adjoint administratif première classe, 1 poste d'adjoint de maîtrise principale, 4 postes d'adjoint technique principal deuxième classe, 8 postes d'adjoint technique principal deuxième classe des établissements d'enseignement, 16 postes d'adjoint technique première classe des établissements d'enseignement. L'incidence pour l'année est de 144 669,60 €. Ainsi, pour la création des postes, la somme des 3 catégories nous conduit à un total de 250 545 €. Deuxième partie sur la transformation des postes, cette fois. Pour la catégorie A, 1 poste de puéricultrice de classe normale en 1 poste de classe supérieure,
4 postes d'infirmiers en soins généraux de classe normale à transformer en 4 postes d'infirmiers de classe supérieure. L'incidence est de 21 269,28 €. Pour la catégorie C, 15 postes d'adjoints techniques deuxième classe à transformer en 15 postes d'adjoints techniques de première classe des établissements d'enseignement. L'incidence est de 62 785,80 €. Ainsi, pour les transformations, donc c'est le point B, nous sommes à un total de 84 055,08 €. Si on fait le total de toutes ces sommes, les créations et transformations de postes s'élèvent à 334 600,08 €. Le coût total de l'ensemble des mesures, le plan de titularisation, les créations et les transformations de postes s'élèvent donc au total à 450 027,72 €. Voilà, Présidente, ce qu'il fallait retenir sur l'effort de titularisation que nous portons à l'endroit du personnel du Conseil général avant la CTM. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a des questions, collègues, sur ce dossier qui concerne le personnel du Conseil général, donc les ajustements de moyens de ce personnel? S'il n'y a pas d'observation, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des collègues qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Il s'agit de la dotation en tablette numérique, les modalités des échanges d'informations avec les conseillers généraux, modification des dispositions du règlement intérieur, rappelant les règles de fonctionnement du Conseil général. Ça va se faire en 2 phases. D'abord, vous rappelez que nous avons offert à tous et à toutes une tablette numérique. Les objectifs que nous poursuivons sont très simples. Il s'agit d'abord de répondre, de mettre en œuvre le plan d'action que nous portons sur l'agenda 21 dans le cadre du développement durable. Ensuite, de contribuer à la dématérialisation des procédures et des dossiers que nous portons au Conseil général. Troisièmement, de faciliter l'accès à l'information et à l'archivage des dossiers. Et enfin, bien évidemment, de diminuer les coûts en fabrication de dossiers, en transport de dossiers, etc. Ces objectifs que nous poursuivons seront donc concrétisés dès aujourd'hui. Ils l'ont déjà été avec la CP pour beaucoup d'entre nous et aujourd'hui avec tous les membres du Conseil général. Mais il s'agit aussi de modifier le règlement intérieur qui a été adopté par délibération du 21 avril 2011 et il devrait adopter en conséquence, en complément, ces articles 3, 49 et 62. Une information à l'utilisation de ce nouveau matériel sera organisée pour les élus souhaitant disposer d'une prise en main rapide de leur tablette numérique. Voilà, donc en conséquence, chers collègues, il est demandé de bien vouloir d'abord adopter la modification du règlement intérieur, ensuite d'approuver la mise à disposition des conseillers généraux de tablettes numériques et ensuite autoriser la présidente à signer la convention de mise à disposition ainsi que tous les documents annexes. Voilà, Présidente, concernant la dotation en tablette numérique et les modalités nouvelles de fonctionnement, puisque le règlement intérieur sera modifié pour la circonstance. Merci, collègue Zobda. Je mets aux voix contre, abstention. Donc, c'est adopté. Collègue Edmond Mariette. Bien. Alors, je donne lecture, mais Présidente. Bien sûr, chers collègues, la motion est ouverte aux amendements, modifications. Les élus du Conseil général de Martinique réunis en séance plénière le jeudi 27 février 2014 ont arrêté la motion suivante. La présidente du Conseil général, le président de région, le préfet de région, le président de l'Association des maires de la Martinique ont mis en place un groupe de travail pour trouver des solutions afin de réduire, voire éliminer les comportements et actes de violence, maintenant le pays dans la douleur et le sentiment d'insécurité. De nombreuses actions ont été engagées sur plusieurs thématiques, prenant en compte les enjeux mesurés de l'insécurité. Elles ont été validées par l'ensemble des acteurs concernés au comité départemental de prévention de la délinquance. Parmi ces actions, l'opération Déposer les armes est engagée et porte déjà des fruits. Cependant, hier, le 26 février, un jeune Martiniquais de 29 ans est tombé sous le feu des balles de ses agresseurs. L'ensemble des conseillers généraux de la Martinique condamnent fermement cet acte de violence. Plus que jamais,
La proximité de la période carnavalesque doit nous amener à renforcer la cohésion de toutes les composantes de la population martiniquaise. Aussi, nous, élus, invitons l'ensemble des citoyens présents sur le territoire martiniquais à partager notre espace de vie communautaire remarquable dans la plus grande sérénité, la plus grande tolérance et le plus grand respect. Voilà, Présidente. Chers collègues. Merci, collègues. Voilà la motion qui est proposée. Je mets aux voix contre, abstention. Donc voilà, c'est validé. Merci, collègues.